Bienvenue dans ce podcast, dans ce webinaire émergence où nous allons parler de la qualité des données. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir notre invité du jour, donc, qui s'appelle Antoine Gandois, qui anime le podcast Assurance en coulisses et qui travaille également en reporting réglementaire S2. Ouais. Alors, Antoine, je te laisse peut-être te présenter de ton côté. Ouais, bah, bonjour, à toutes et à tous. Moi, je suis ravi aujourd'hui, d'être avec toi, Pierre, pour parler de la qualité des données. Alors moi, ouais, je suis Antoine Gandois. Bah, alors actuellement, je suis chargé des reporting réglementaire, S2 dans une compagnie d'assurance de place. Et c'est vrai que comme tu l'as dit, j'ai créé un podcast Assurance en coulisses où en fait, où je parle de l'ensemble des acteurs du secteur de l'assurance, vraiment très large, tout l'écosystème. Et à côté de ça, j'ai développé une newsletter, le débrief d'Antoine, en fait, où je vulgarise un peu, mon cœur de métier, donc les réglementaires, donc là, on y est plein dedans, et aussi l'assurance, de manière, très générale. Tu me posais cette question un peu de savoir, comment j'ai débuté dans Mm. Solvabilité 2 ou autre. On en parlait un peu en off. C'est vrai que j'ai à peu près plus de 9 ans d'expérience là-dedans, et moi, ce qui me marque le plus, c'est que là, on parle de culture de données, et c'est vrai que c'est de plus en plus ancré dans les directions, soit financières ou autres, hein. Et là, hier, j'étais au salon d'INN et les gens parlaient qu'on peut plus avoir une discussion sans parler d'IA. Bon là, je vais je vais évoquer l'IA, mais c'est vrai que l'essor de l'IA, de même, en fait, ça devient encore plus important, en fin de compte, de collecter de la data en temps réel, que ça soit pour C'est- l'actuariat, pour les modèles LLM ou autres. C'est vraiment important. Et ce que je remarque aussi, c'est que vraiment dès mon premier job, j'ai vraiment initié, en fait, c'était l'essor un peu de la qualité des données. J'ai commencé à faire des dictionnaires de données. À l'époque, c'était sous Excel. On n'était pas encore outillés. Ça prenait un peu de temps, quoi. Mais ce que je vois vraiment, moi, en tout cas, c'est que ça a vachement structuré, que ça soit côté ACPR. Tu as quand même des notices, des enquêtes qui ont été mises en place. Ils ont quand même bien structuré l'idée et du modèle, même si au début, c'était encore un peu flou pour les assureurs. Et ce que je Effectivement. trouve aussi important de dire, c'est que malgré, tu l'aborderas, hein, les notions un peu disparates entre assureurs, mutuelles, grosses compagnies qui ont plus de moyens ou non, je trouve quand même que l'ensemble de l'écosystème des assureurs ont vraiment pris le pas sur la culture de la donnée et sur la qualité des données. Et ça, c'est vraiment important de le préciser, hein. Merci Antoine pour ces premiers éléments. Justement, en introduction, ce qu'on tenait à rappeler aussi, c'est pourquoi nous avons choisi ce thème aujourd'hui. En fait, c'est comme tu l'as dit, Antoine, c'est en effet un enjeu essentiel de l'assurance, Mmh. en effet à l'ère de l'IA, mais également un enjeu également de la CPR. Donc, la Ouais. CPR a sorti en janvier 2020, en décembre 2024 une enquête sur le sujet, Ouais. justement. Et nous allons revenir justement sur cette enquête, rappeler justement la position de la CPR et ensuite partir sur des éléments pratiques. Ici, vous avez le thème de notre discussion. Nous allons d'abord évoquer des rappels réglementaires. Ensuite, nous essaierons de nous poser la question comment peut-on structurer une bonne approche de la qualité des données en assurance en 2025. L'idée, évidemment, c'est de structurer une approche durable et sécurisée. Et ensuite, dans une troisième partie, nous verrons des cas d'usage, justement, de comment mettre en place et intégrer la qualité des données à Mmh. l'ensemble des directions. Donc justement, un premier rappel réglementaire sur qu'est-ce qu'on entend par qualité des données en assurance et à quoi ça correspond. Donc, ce qui se passe, c'est que nous avons 2 directives, enfin 2 réglementations principales dans le secteur. Nous avons la directive 2938/CE et le règlement délégué. Nous n'allons pas vous faire l'affront, en fait, de vous rappeler, de vous résumer ces textes, de les lire. L'idée, c'est que globalement, vous avez en dessous 5 articles à retenir qu'on vous a mis dans le PowerPoint. Si vous souhaitez récupérer le PowerPoint après la présentation, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn ou à envoyer à Antoine. On se fera plaisir on se fera un plaisir de le diffuser. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est qu'il y a 4 grands principes. Ces 4 grands principes sont les suivants. Donc, pour rappeler, pour, quand on parle de qualité de données. Le premier principe, donc, c'est la fiabilité. Ouais. L'idée, évidemment, c'est de garantir l'image fidèle. Donc, on parle souvent d'image fidèle, évidemment, dans les comptes. L'idée, bah, c'est que la qualité des données doit garantir une fiabilité. Ça doit également permettre une certaine lisibilité et simplicité. L'idée, c'est qu'on puisse comprendre comment la donnée fonctionne, comment elle circule, comment elle est alimentée, quelle est la source, quelle est sa source, quelles sont les étapes de contrôle qui sont menées tout le long du processus, etc. Ensuite, on a un autre grand principe qui est évidemment le principe de pérennité. L'idée, en fait, c'est que la qualité de données, et ça, c'est un point essentiel, en fait, ça ne doit pas rester
qu'un projet qu'on met en place au début et derrière qu'on ne fait pas vivre. L'idée, c'est évidemment de l'actualiser. Donc, par exemple, dans le cas d'une migration d'outils comptables, dans le cas de l'intégration de données d'un nouveau courtier, dans le cas voilà, dans tout ce genre de cas. L'idée, c'est que la qualité des données doit vivre au quotidien. Ensuite, son dernier point, c'est on doit pouvoir la contrôler. Donc, on doit mettre en place des contrôles. Ça, on en a rappelé. On reviendra sur ces principes tout au long du webinaire. Donc, le texte un peu majeur relatif à la CPR, donc c'est une publication qui date du 16 décembre 2016, pardon, qui rappelle donc ces grands principes. Donc, qu'est-ce qu'on a en fait autour de la qualité des données? Qu'est-ce qu'entend la CPR par ce terme? En fait, elle entend la mise en place d'un dictionnaire de données. Donc, on reviendra sur ce que c'est et comment le définit la CPR. Elle entend également la mise en place d'un dispositif de contrôle pour mettre en place ce contrôle, pour s'assurer que la donnée est sécurisée. Voilà, également, on a d'autres grands principes, donc notamment au niveau de l'organisation. Donc, nous allons revenir sur ce détail tout au long du webinaire. Donc, la CPR également nous détaille trois critères principaux pour évaluer la qualité de données. Le premier, c'est le principe d'exhaustivité. Ce qu'il faut se dire, c'est que, en effet, on a l'idée que il faut en fait avoir une exhaustivité des données qui alimentent les reporting S2. À la fois dans le dictionnaire de données, l'idée c'est de bien documenter comment ces données sont alimentées, de tracer ces données, donc nous reviendrons sur ces principes plus tard. On a également un autre grand principe qui est le principe d'exactitude. Donc l'idée, on en a parlé, c'est comment on met en place un processus de contrôle sur ces données, comment on s'assure de son passage d'un applicatif à l'autre, etc. L'autre grand principe, c'est enfin le principe de pertinence. Donc, comme je disais en introduction, et justement, je crois, Antoine, que tu avais écrit un article dans ta newsletter sur le sujet. Je vais peut-être l'évoquer en introduction. La CPR, justement, réalise des enquêtes régulières sur le sujet de la qualité des données. Je te laisse peut-être, Antoine, nous en parler Oui, rapidement. oui, par rapport à ça, l'enquête, on t'en parlait là, c'était en 2024, il me semble, en fin d'année. Ouais, c'est ça, fin d'année 2024. On parlait de ça. Moi, ce qui m'avait le plus marqué dans cette enquête, tu avais des slides sur les caractéristiques des contrôles, notamment de niveau 1. Donc, on est vraiment sur les contrôles que de niveau 1. Souvent, on dit, mais les contrôles, est-ce qu'ils sont automatiques, pas automatiques? Est-ce que c'est encore du full Excel ou si c'est dans des outils IT? Ce qui est intéressant de le voir quand même, c'est que la proportion de contrôles manuels représente à peu près 58% contre 40% en automatique. Donc en fait, tu te dis quand même, tu as une part représentative qui est encore un peu plus forte dans le manuel, mais tu as quand même un gros pendant dans tout ce qui est automatisé. Donc je trouve ça assez pas mal de le mentionner, parce que souvent on se dit, ouais, les contrôles, c'est des contrôles de cohérence manuelle dans des fichiers Excel. En fin de Exactement. compte, l'enquête démontre quand l'automatisation prend vraiment le pas par rapport à ça. Et je trouve que c'est important de le mentionner, quoi. Ce qui m'a le Ouais, plus marqué dans ce l'enquête. qui est important de voir aussi, c'est de voir l'évolution des enquêtes, en fait, qui sont des enquêtes déclaratives, qui ont lieu entre 2019, puis 2021, puis 2024. On voit bien une évolution de l'automatisation, comme tu le précisais. On revient ici sur quelques éléments de la dernière enquête, donc, qui a été publiée en 2024. Ce qu'on voit, c'est que maintenant, donc, par rapport aux enquêtes précédentes, en fait, on a maintenant des assureurs qui ont formalisé une politique qualité des données, qui ont compris que c'est un enjeu stratégique dans 96% des cas. On voit également qu'il y a des comités qui ont été mis en place pour assurer son pilotage dans une majorité des répondants. Euh, alors, dans 69% des cas, donc on voit que le chiffre se réduit un peu. On a parfois des équipes dédiées, mais en effet, ce qui peut se passer, c'est que ça va être soit chez des gros assureurs, une équipe dédiée vraiment qualité de données, ou ça va être un référent dans des plus petites mutuelles qui va également qui va peut-être avoir la casquette contrôleur interne ou la casquette direction des risques, qui va endosser toute la partie qualité de données. Et justement, c'est ce qu'on voit en fait, c'est qu'on a en fait des responsables qualité de données qui, selon l'enquête, dans 34% des cas, en fait, vont travailler sur d'autres sujets que la qualité des données, où en fait, ça va pas être leur seul enjeu au quotidien. Et en effet, moi, c'est ce que je constate sur les mutuelles ou les sociétés d'assurance dans lesquelles je travaille. Un autre élément à avoir en tête également par rapport à cette enquête de la CPR, c'est également que comme tu l'as, je crois, également évoqué, Antoine, c'est qu'on a également la mise en place d'indicateurs pour suivre cette qualité de données, pour suivre comment les données sont contrôlées, leur exhaustivité, leur mise à jour, etc. Donc, on voit que c'est quelque chose
qui est quasiment acquis, donc dans une grande majorité des cas, donc dans 91% des cas. Ce qu'on voit également, c'est que la qualité de données peut être pilotée par différentes directions. Donc, elle peut être pilotée parfois côté direction financière, on peut l'avoir également côté actuariel, côté direction des risques. J'ai déjà vu également côté contrôle interne. Et voilà. Et également, ce qu'on voit également, c'est que dans la majorité des cas, on a un comité qualité de données qui a été mis en place, donc dans 80% des cas. Voilà, voilà. Voilà à peu près ce qu'on voulait dire sur ce slide et ce qu'on voulait vous montrer. Également, ce qui se passe, c'est que si on observe également, on voit que la qualité des données, comme je le disais précédemment, elle repose sur différents grands principes. Donc, on a le principe de dictionnaire de données et un des grands principes, c'est le principe de répertoire de données. On voit que ce principe de répertoire de données, globalement, est quelque chose qui est mis en place dans les organisations assurantielles, donc notamment dans 91% des cas. Et ce qu'on peut voir également, ce qui est important de noter, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on note en bas du slide. Donc, ces résultats concernent exclusivement les mutuelles, contrairement à l'édition 2021 qui couvrait l'ensemble du secteur assurance et réassurance. Donc là, ce qui se passe, c'est que sur l'enquête qui a été faite, il s'était principalement axé sur le secteur des mutuelles, alors que l'enquête de 2021 était pluraliste entre assurance et mutuelle. Également, un point important autour de la qualité des données, c'est le principe évidemment de comment on évalue cette donnée. Comment on va déterminer sa criticité. Et évidemment, la méthode qui est recommandée par la CPR, c'est à la fois que cette donnée soit analysée par un expert sur la base de tests de sensibilité. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est dans 32% des cas, a priori, que sur les données principales qui composent le dictionnaire de données, elles sont analysées par des experts avec des tests de sensibilité. On voit qu'on peut avoir parfois des types de données qui vont être analysées uniquement par des experts ou, dans certains cas, uniquement sous la forme de tests de sensibilité. Maintenant qu'on a abordé ce premier sujet où on a essayé de revenir rapidement sur les publications de la CPR, on va essayer de voir justement comment on met en place une qualité de données au quotidien. Quelles sont les bonnes pratiques qu'on conseille avec Antoine et qu'est-ce qu'on a pu observer dans nos expériences dans le secteur assurantiel. Justement, un des points importants que j'évoquais précédemment, c'est justement le point du répertoire de données. L'idée, en fait, c'est qu'on va devoir, au niveau de la qualité des données, donc on va devoir mettre en place des répertoires pour que la donnée soit stockée et également qu'elle soit accessible aux services qui doivent en avoir les droits. L'idée, en fait, c'est de mettre une organisation donc avec des répertoires de données différenciés. Donc, par exemple, un répertoire où la finance va pouvoir déposer ses données, un répertoire où l'actuariat va pouvoir déposer ses données, etc., etc. Une autre notion que j'ai déjà évoquée également, c'est la notion de criticité de la donnée. C'est comment on évalue cette donnée, comment on la calcule, l'idée c'est de privilégier un minima de méthodes. Donc on doit avoir une méthode qui va reposer par exemple sur des méthodes de calcul, mais l'idée c'est également peut-être d'avoir un second avis, voilà. Peut-être Antoine, tu voulais réagir sur ce slide, tu avais un avis complémentaire que tu voulais apporter? Ouais, sur le répertoire de données, je pense que ça, Ouais, c'est un point hyper c'est un point important fondamental, ouais. à pas négliger et surtout la manière dont on va le constituer dès le début. On n'en parlera pas après, mais tu parlais que tu avais quand même pas mal d'outils IT de place sur la qualité des données, notamment sur le répertoire de données. Mais moi, là, un point essentiel que je voudrais mettre en avant quand on parle de répertoire de données, dictionnaire de données, c'est déjà avoir une approche de prioriser les données à intégrer dedans. On le voit dans l'enquête de la CPR, tu as surtout les données actuarielles qui sont les plus référencées, ce qui est logique Mmh. puisqu'on calcule Mmh. le BE, le SR et MCR. Mais aussi savoir après quelles données comptables tu vas intégrer, quelles données de gestion, moyens généraux ou autres, ou même tes états prudentiels, à quelle maille tu vas l'intégrer. Et je pense que ça, c'est un point important parce que tu peux vite te mettre un peu les pieds dans le tapis. Si vraiment tu dis, en fait, je veux vraiment avoir le détail au plus fin. Mais au final, après, est-ce que ton répertoire et là, ton outil IT va correspondre par rapport à ça? Est-ce que tu as le moyen de le faire aussi? Parce que, après, on en verra après, mais la notice ACPR, quand tu détailles une donnée, tu as quand même pas mal de points essentiels Mmh. à détailler, notamment les contrôles qui vont avec. Donc Tout à après, fait. si tu as des données où tu sais pertinemment que tu as pas forcément de contrôle associé, est-ce que tu vas le mettre en avant pour après, peut-être ou non te faire toper par la CPR parce qu'ils vont voir qu'il y a peut-être une faille? Il y a tout ce levier-là aussi à faire attention. Et je prenais exemple, par exemple, dans le bilan prudentiel où j'ai eu un cas concret de se dire, il
est-ce que je référence mon poste global investissement ou est-ce que je veux détailler par action cotée, action non cotée, unité de compte, et cetera? Toute cette maille-là et c'est la même chose au niveau de tes QRT parce que tu parlais tu parlais de données publiées dans les états Mmh, prudentiels. Je prends un exemple, par exemple, sur le S05, sur tes primes, prestations, et mmh. cetera, sinistres, tu dis à quelle maille je vais rentrer là-dedans. Surtout que tu as la partie réassurance et tout. Donc après, tu as réassurance Comment acceptée, tu et cetera. récupères cette donnée, Voilà, c'est ça. est-ce que tu peux la récupérer à la bonne granularité? En effet, c'est des notions très importantes. Et ça, quand tu fais un cadrage dans un tel projet, faut vraiment initier toutes les parties prenantes et de se dire: «Bah, moi, je préfère aller sur cette maille» ou même faire par lot. Souvent, on Mmh, fonctionne par lot. Au exactement, début, je mets les lots plus essentiels qui vont être le plus important pour la CPR et ensuite après je détaillerai, plus tard sur un lot, qui a exactement. «moindre importance» entre guillemets, même si toutes les données ont une importance, mais comme tu dis, c'est moins critique, quoi. Exactement. Merci Antoine. Du coup, justement, bah, ça rejoint justement cette notion de criticité que tu évoquais. C'est justement, bah, en fait, l'idée, ça va être un peu de cartographier son niveau de risque, en fait, à l'intérieur de Mmh. ces données. Donc justement, est-ce qu'on est alors ici, on vous a mis des exemples de données. Alors, dans les exemples de données qu'on a cartographiés en dessous, il y a des exemples aussi qui vont parfois être cartographiés plutôt dans le PCA, mais l'idée, c'est de se dire également qu'il va falloir cartographier cette donnée, essayer de comprendre, par exemple, si je reçois pas ces éléments de mon courtier trimestriellement, qu'est-ce qui va se passer? Quel va être mon impact au niveau du reporting réglementaire? Est-ce que j'ai une méthode d'estimation en face qui va permettre de mitiger ce risque? Voilà. Donc c'est d'essayer de mettre en place des processus de contrôle et également des stratégies de mitigation, bah, en cas de non-récupération de données, en cas de problématiques dans les extractions des données, en cas également, par exemple, de retard sur le planning, par exemple. Ce qui est important également, c'est d'essayer de comprendre un peu son chemin critique de sa clôture pour essayer de voir, par exemple, ben, ce qui se passe, par exemple, si j'ai mes données informatiques qui ont 2 jours de décalage, quels vont être les impacts derrière? Est-ce que ça va détériorer la qualité des données, des reportings qui vont être produits derrière? Est-ce qu'on a une stratégie qu'on va pouvoir mettre en place derrière pour réduire ce risque? Voilà. Donc c'est un peu d'essayer d'analyser son risque et de le qualifier, en fait. Mmh. Justement par rapport à ça, ce qui est important de comprendre, bah, Antoine, justement, tu l'évoquais, c'est d'essayer de comprendre la traçabilité de sa donnée, et de comprendre comment elle évolue entre le reporting final qu'on a à la fin et sa donnée de départ. La donnée de départ, elle peut être de multiples sources. On peut avoir des données comptables, comme tu le disais, on Mmh. peut avoir des données actuarielles, on peut avoir des données financières, on peut avoir des données de gestion. Et l'idée, ça va être de se dire, ben, qu'est-ce qui se passe entre cette donnée de départ et ma donnée d'arrivée qui arrive dans mon reporting réglementaire, alors principalement S2 dans le cadre de la CPR, mais également ça marche pour l'alimentation des autres reportings. Ça va être de se dire, ben, quelles sont les étapes qui sont réalisées? Y a-t-il des étapes de transformation? Est-ce qu'on a mis en place les moyens de contrôle au niveau de chacune des étapes? L'idée, voilà, c'est de comprendre comment, comme c'est écrit, comprendre comment la donnée est produite et contrôlée tout au long du processus. Je crois qu'Antoine, justement, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, sur ce slide. Ouais, alors, en fait, au-delà de la définition du risque, parler aussi, je voulais mettre le pendant sur les 3 critères, en fait, de qualité de données de la Mmh, CPR. En fait, moi, je trouve qu'il y a un lien là-dessus. C'est-à-dire, déjà, pour cartographier des risques, faut savoir aussi si tu comprends, du coup, ces 3 critères-là. Et nous, j'ai eu quelques problèmes au début quand j'ai initié ce dictionnaire de données parce que quand tu arrives en bout de chaîne en tant que chargé de reporting et souvent on est concerné parce que tout ce que tu mmh, vois derrière, ENS, QRT, bon, leur ça, mais tu es quand même un peu dedans, RSA, CFCR, c'est mmh, des sources multiples de différents acteurs de l'entreprise ou de la compagnie. Donc toi, tu sais pas si la donnée elle est exacte, exhaustive ou pertinente en soi. Donc il faut vraiment exactement. avoir l'ensemble des parties prenantes dans ce cas-là Mmh, pour cartographier ces risques. Parce que souvent, moi j'aime bien faire le pendant avec le contrôle interne qui arrive ou pour faire la cartographie des risques. mmh, Souvent on te dit: «Bah, en fait, ton bilan prudentiel, c'est toi qui le gères. Du coup, bah, ce risque-là, tu vas le cartographier comment?» Bah, en fait, ce risque-là, faut mettre tous les gens sur autour de la table. Pour moi, c'est vraiment important et tu le mentionnes bien pour comprendre comment la donnée elle est produite, c'est vraiment de faire c'est comme un gestion de projet, une cartographie des risques, hein. Je sais pas si les gens l'ont déjà vécu, mais mmh, faut vraiment mettre en place toutes les parties prenantes, voire même l'IT, parce que, bah, des fois, les problématiques IT, toi, tu es en bout de chaîne, mais tu sais pas quel est le pendant que ça va mmh, toucher, quelle solution. Notamment, tu parlais de Invoke, compliance ou autre, quand les gens ont ouais, des vraies bases de données et pas juste de l'import Excel. Moi, ce que j'ai vécu dans certaines mutuelles qui mmh. étaient outillées avec, des bases de données, vraiment propres, hein, donc tu venais piocher, ta data, Bon, finance, ça peut être un ton puits de données, actuaire. en effet, qui va permettre Ouais. de
récupérer ces données, ou Et si on peut là-dessus, être sur du bon vieux fichier Excel à l'ancienne. ouais. Et ça, pareil, quand tu fais une cartographie, c'est hyper important d'allier toutes les parties prenantes. Et la CPR, en plus, le mentionnait dans sa dernière notice aussi, sur ces critères-là, où c'est vraiment le fondement de l'évaluation de la qualité des données. Donc ça aussi, je pense que c'est un point important à mettre Mmh. en avant, quoi, pour analyser après la sensibilité, la profondeur, et cetera, et le niveau de risque que tu peux avoir au niveau de tes états de reporting, qui sont en bout de chaîne, quoi. Ouais, tout à fait. Donc du coup, justement, bah, comme tu parlais de cartographie justement de ta donnée. Ici, on vous a mis quelques outils justement qui peuvent être utilisés pour cartographier ces données. Alors ici, vous avez plutôt des outils payants, donc Microsoft Visio, qui est un outil de Microsoft, Jira, alors Mmh. qui est aussi connu pour la gestion des incidents, mais qu'on peut utiliser également pour de la cartographie. Également, qui pareil, il fait également de la gestion d'incidents. Content, Mmh. Qualitat, c'est plus des outils vraiment dédiés qualité des données, qui vont vous permettre justement de processer votre donnée et de la faire comprendre. Et en fait, ce qui est important aussi de comprendre par rapport à la qualité des données, et justement, tu l'as évoqué, Antoine, c'est que justement, ça ne doit pas rester qu'un projet, en fait. Ça Ouais. doit, en fait, suite au projet, derrière, on a la phase de run, donc la phase de récurrent, où en fait, il va falloir mettre à jour son dictionnaire de données, mettre à jour ses données, de manière récurrente. Et en fait, c'est comment on met à jour cette donnée. Moi, ce que j'observe, en fait, c'est que souvent, en fait, on va demander, par exemple, aux producteurs de reporting S2 de renseigner une fiche qualité des données en aval de leur clôture. Moi, ce que je Mmh. conseille, en fait, c'est d'inclure en fait ces fiches directement au moment de la production. Par exemple, on va avoir un fichier de contrôle clé qui va être produit, qui va permettre de contrôler ses provisions techniques S2. L'idée, c'est à l'intérieur de ce fichier, d'intégrer directement un fichier de qualité de données pour qu'en fait les données soient commentées par les producteurs vraiment au moment de la production et pas un mois après, 2 semaines après, 3 semaines après, où entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Pour préciser également, vous avez des outils également gratuits qui peuvent exister pour la qualité, pour cartographier les données, pardon. Vous avez des outils par exemple comme Xmine qui peuvent exister, des outils comme Escalidro, des outils comme également Draw.io. Si vous me suivez sur LinkedIn, je ferai des articles là-dessus dans les prochaines semaines. Donc voilà. Et l'idée, c'est que, en fait, ça va être de comprendre sa donnée en fait de bout en bout, de la profiler, comme on dit, comme tu le disais Antoine, de définir son niveau de criticité également. Mmh. Voilà. Donc un des objectifs principaux, justement, ça va être d'arriver à documenter ce processus, donc documenter quels sont les critères qui permettent de le mettre en place. Alors, un autre point important également, c'est de comprendre également dans son dictionnaire de données à quel point notre donnée est fraîche et à quel point la donnée est bien actualisée. Typiquement, vous avez un dictionnaire de données que vous mettez à jour, je sais pas, tous les 3 mois, dans le meilleur des cas, peut-être tous les ans. L'idée, ça va être de se dire, en fait, est-ce que la donnée que j'ai à l'intérieur, elle est de qualité? Est-ce qu'elle est bien actualisée? Est-ce qu'elle est fraîche? Est-ce que entre-temps, par exemple, il y a eu un projet dans mon entreprise, un changement d'outil comptable, une montée de version du logiciel de placement qui a eu un impact sur la manière dont les données sont produites, dont la manière dont les données sont reportées à la fin dans le reporting. Voilà, ça c'est important de bien comprendre ça et d'essayer de mettre en place des indicateurs par rapport à ça. Et en fait, il y a deux points qui sont très importants qu'on que j'ai indiqué en dessous dans le slide, c'est justement d'essayer de mettre en place un processus de mise à jour continue et d'éviter également ce qu'on appelle les zones grises, c'est-à-dire les zones non couvertes en fait par la qualité des données. Mmh. Peut-être qu'Antoine, tu voulais réagir là-dessus. Bah, quand tu parlais de rafraîchissement tous les 3 mois ou tous les ans, Ouais, ça, c'est hyper pour important. moi, j'étais dans le meilleur des cas, hein, je préfère le préciser. J'ai Ça, rarement vu ça dans toutes les entreprises. c'est souvent un peu, la grosse difficulté que j'ai Mmh, vécue. Parce qu'en fait, au début, tu te dis: «Bah, en fait, je mets tout en place». Donc tu te dis: «OK, c'est bon, c'est en place». Mais en fait, la réglementation S2, elle évolue tellement chaque année, heu et en et plus, ouais. tu passes de taxonomie en taxonomie et du coup, tu as des QRT qui changent, des états qui reviennent, notamment sur le risque climatique ou autre. Et donc du coup, tu te dis: «Bon, bah, en fait, il faut que je remette à jour». Et quand tu dis: «Je remette à jour», ça veut dire refaire quasiment tout le projet dès le début sur ton périmètre. Et donc du coup, quand tu dis rafraîchir, bah, faut pas le négliger, Mmh, heu et pas te dire: «Bah, je le fais une fois et je le referai dans 2-3 ans». En fait, mmh, je pense que moi qui l'ai vécu dans différentes structures, bah, souvent tu es sollicité soit par le contrôle interne ou soit mmh, par la personne qui est en charge de la QDD à dire: «Bon, exactement. bah, voilà, dans 3 mois, j'attends à ce que tu me remettes ton dictionnaire de données à Mmh, jour, tes contrôles associés».
Et je pense que c'est bien de le faire petit à petit que d'un coup, parce que souvent quand tu es à reporting S2, tu as des ouvertures qui sont l'été et après tu rentres dans le feu de l'action, tu as 4 trimestres avec l'annuel qui rentre en ligne de compte. Donc du coup, tu as pas trop le temps de te pencher là-dessus. Ouais, Tu es vachement dans exactement. la prod. Donc je pense que c'est pas mal, bah, comme tu le dis quoi, de faire tous les D'essayer 3 de mois l'intégrer ou dans ces process, quasiment quotidiens ou de reporting, en fait, qui sont réalisés, en fait. ouais, c'est D'essayer de ça. l'intégrer au fil de l'eau, en fait. Et en plus, c'est ce que tu disais justement, l'argument que tu parlais justement sur le dictionnaire de données, le fait qu'on demande de livrer dans 3 mois. En fait, c'est souvent ce qu'on peut constater, c'est que justement, au moment où ce dictionnaire de données va être livré au service qualité de données, en fait, il est déjà pas à jour parce qu'entre-temps, ce qui s'est passé, il y a eu un nouveau courtier dont on reçoit les données qui ont un impact sur le calcul des primes et c'est un gros impact. Il y a une nouvelle entité qui a été rachetée, enfin, etc., quoi. Je suis C'est d'accord. toujours le problème de la fraîcheur de la donnée et qui est un point fondamental. Évidemment, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on intègre dans ce dictionnaire de données, qu'est-ce qu'on va détailler à l'intérieur. Et ben, en fait, c'est ce qu'on expliquait, ce qu'on a expliqué depuis le début de cette présentation. L'idée, c'est un peu de se dire, ben voilà, on va essayer d'intégrer, de comprendre comment notre donnée circule. L'idée, c'est de partir du périmètre, bah, comme tu disais, du S02, S05 dans un premier temps déjà. Mmh. Également, essayer de comprendre en fait d'où cette donnée vient et comment elle circule en fait. Comment ça circule, donc ça va être une donnée que vous allez recevoir d'un fournisseur externe, ça va être une donnée que vous allez calculer via votre outil de gestion, ça va être une donnée qui va être calculée par Acturia, etc. C'est de comprendre comment cette donnée circule et essayer de détailler son processus tout au long. Et évidemment, l'idée, bah, c'est aussi de vérifier s'il y a bien des contrôles qui sont mis en place au moment de toute la transformation de cette donnée. Par exemple, quand la donnée qui est côté comptable et transmise à l'Acturia. Est-ce qu'on a des contrôles qui sont mis en place à ce moment-là? Est-ce qu'on a mis en place des contrôles au moment du reporting final? Ça, en général, souvent, ils sont plus mis en place. Moi, ce que j'observe également, c'est que souvent la donnée en fin de processus, donc notamment au niveau du reporting, elle est souvent très propre, mais le problème, c'est que c'est au tout début de la chaîne. C'est par exemple la donnée qui est saisie dans l'outil de gestion, puis dans l'outil de souscription, qui est reçue du délégataire, évidemment, ou du courtier, etc. Je sais Mmh. pas donc là justement je vous remettais un schéma pour vous montrer justement, bah, que l'idée c'est de mettre en place des points de contrôle tout au long de son processus, d'éviter justement les zones grises. Peut-être qu'Antoine justement tu voulais réagir là-dessus, tu avais, peut-être Ouais, des éléments ça complémentaires c'était à nous même donner? pour faire le pendant par rapport à ta précédente slide, mais je pense que quand on a une donnée de départ, comme tu le dis, des fois, elle peut pas être propre, pas être juste. On l'a des fois au niveau des quand tu fais ton S06, hein, pour ceux qui ont, le plus gros état, la liste des actifs, souvent, c'est hyper Mmh. compliqué de le cadrer au niveau taxo et tout. Moi, ce que je pense, le truc le plus important, c'est de lier, en fait, déjà tes contrôles par rapport à la criticité de ta donnée. C'est Ça, ça. c'est un point essentiel, on l'a vécu avant, même la CPR leur dit, Mmh. tous les vrais contrôles qui sont liés, que ça soit à tes fonds propres, que ça soit à ton SR, MCR, ton BE, même Mmh. tes actifs, parce que ça, c'est Mmh. un truc qui est méga important. Dans les reporting S2, les états d'actifs, le nombre de contrôles taxonomiques dedans, tu en as une pelletée. C'est celui-là qui est même relié au niveau de business avec ton bilan prudentiel. Donc c'est bien de cadrer ces données-là dès le début, que ça soit avec les actuaires, avec l'asset liability management, Exactement. avec la compta au niveau de compta déplacement, back office, tout dépend comment est la structure. C'est de cadrer tout ça dès le début avec des contrôles en amont de l'envoi de la data au niveau S2. Ça, c'est le truc le plus important. Ensuite, après, moi, ce que j'aimerais parler aussi par rapport à ça, c'est de la synergie que tu peux avoir avec le contrôle interne. Souvent, on dit le dispositif du contrôle interne, quand il débarque au niveau S2 reporting, ouais, c'est lourd, ça va bouffer du temps, et cetera. En fait, tu as de la vraie synergie là-dedans. Moi, ce que j'ai remarqué et ce que j'appliquais, dans les différentes structures, c'est de lier les 2. C'est-à-dire qu'en fait, OK, j'ai mon contrôle interne, mais je vais associer, comme tu l'évoquais avant, des points de contrôle qui vont être associés au rapport que je vais donner au contrôle interne à chaque reporting S2 et qui répondent aussi à la qualité des données. C'est-à-dire qu'en fait, je mets n'importe quoi, tu vois? J'ai mon actif d'investissement, j'ai un contrôle associé. En même temps, je le cadre avec le BO et en même temps, je le mets dans mon outil eFront ou autre ou Exactement. Carix que j'utilisais aussi au niveau de tes contrôles, au niveau du contrôle interne. En fait, en faisant ça, bah, comme tu dis, c'est pas un contrôle que tu vas faire en bout de chaîne parce que tu as une charge. C'est Mmh. vraiment un contrôle que tu fais en prod direct et tu réponds à 2 exigences. Ça, tu réponds à l'exigence notice ACPR, qualité de données. En même temps, tu réponds au contrôle interne. Donc ça, c'est important de le faire. Moi, je le voyais comme ça. Ça permet vraiment de répondre aux exigences et comme le disait la notice, je crois ACPR, 64, je sais plus en Ouais, regardant ce matin, ouais, tout à fait. que en gros,
la qualité des données et les systèmes d'information entrent pleinement dans le périmètre du contrôle interne. Donc en fait, ils sont liés les 2. Donc c'est vraiment, du partnership entre les 2 services. Donc ça, faut vraiment lier et vraiment créer des synergies entre ces 2 cadres réglementaires. Exactement. Et au Ouais, vas-y. Non, non, vas-y, je te laisse continuer, pardon, excuse-moi. Et après, juste pour finir au niveau des contrôles en amont et en aval, dans la prod, tu le disais aussi, je pense que même si tu as des bons contrôles au début, à la fin, tu as aussi, des contrôles, en bout de chaîne, notamment les contrôles taxonomiques. On voit dans les QRT, ENS, Mmh. rapport narratif. Bon, rapport narratif, il y en a pas, mais dans les ENS et les QRT, tu as beaucoup de rapports aussi, taxonomiques et Ouais, dès le que tu as des rapport contrôles narratif aurait des dû être après dans mon schéma, en effet, ouais. voilà et ce que je voulais dire là-dessus, c'est de pas négliger le bout de chaîne. Parce que souvent en prod, tu vas corriger tes contrôles taxonomiques, tu dis: «Oh, je les ai corrigés une fois, mais je vais pas, corriger le problème pour l'arrêter Ouais, prochain». bah, tu vas peut-être pas corriger la donnée en amont, où C'est ça, c'était un produit qui était mal, paramétré, dans ton outil de c'est ça. gestion, ou c'était des référentiels placement qui étaient pas mis à jour, par exemple, au niveau Mmh. des codes kick, et cetera. Et ça, c'est ce que tu dis aussi, éviter les zones grises. Mmh, Je pense que c'est le point important, c'est en bout de chaîne de réintégrer, les anomalies et de les retraiter, pendant les 2-3 mois de flottement que tu as avant ta clôture et de corriger, bah, tes points de contrôle du début, données de départ. mmh. Ça, c'est un truc essentiel à faire parce qu'après tu peux vite, te mettre les pieds, dans le tapis et perdre du temps. Notamment comme tu dis les kicks, hein, les CIC, un coup c'est obligation d'État, obligation d'entreprise, un coup machin Mmh, ça change, tu as des critères. Alors après si tu es un bon partenariat avec, ton asset management, il peut te donner les ouais, bonnes infos. Mais des ouais, fois c'est quand ça. c'est des données externes et tu le récupères en bout de chaîne, des fois c'est compliqué de les récupérer Mmh. et ouais, c'est un point vraiment essentiel à pas négliger ça. Ouais, un autre point aussi, moi, une bonne pratique que j'observe justement par rapport à la mise en place de points de contrôle, ce qui peut être intéressant justement, ça va être, en fait, au moment des transmissions de données, par exemple, entre les transformations qui sont réalisées par exemple, par la compta, pour ensuite alimenter l'actuariel, ça va être en fait, d'avoir un onglet ou par exemple, si on est dans un fichier Excel, un onglet avec, une fiche de contrôle et un détail des contrôles qui ont été réalisés pour justement, bah, en fait, pour que derrière, le service qui arrive derrière, il sait en fait déjà les premiers contrôles qui ont été réalisés. Il a également une formalisation des contrôles et s'il y a eu des anomalies, si par exemple il y a eu des nouveaux codes journaux, s'il y a eu Mmh. par exemple, des problématiques de paramétrage sur les codes CIC ou codes KIC, etc. Voilà, donc ça c'est également une bonne pratique que j'observe. Du coup, un autre point également important, mais en fait qui est un peu lié à ce qu'on évoquait, bah, c'est justement de mettre en place des templates sur la transmission des données qu'on reçoit. Notamment un point sur lequel insiste, la CPR, Mmh. c'est notamment les données externes. J'ai commencé à en parler, par exemple les données des délégataires, les données coursiers, les données, d'une entité du groupe qui n'a pas les mêmes outils SI que la maison mère. Voilà, c'est Ouais. comment on sécurise cette donnée. Et je pense qu'une des bonnes pratiques, c'est justement de mettre en place des templates de données où on définit en fait avec, le producteur de la donnée, comment cette donnée va être transmise. Évidemment, on a plusieurs modes de transmission. Par exemple, on peut essayer de mettre en place des flux EDI, donc des échanges de données informatisés, donc ça va vraiment être un fichier normé. Mais sinon, on peut également mettre en place des templates. Et après, ce qui est important aussi dans ces templates, c'est un peu cet arbitrage qu'il y a à faire, c'est en fait à la granularité de données qu'on souhaite obtenir. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on peut parfois avoir trop tendance à demander une granularité trop élevée au niveau de ses fournisseurs externes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, on a un fournisseur externe qui nous envoie une donnée, qui est à un très haut niveau de détail, enfin un niveau de détail, que parfois même, j'ai déjà observé qu'on a du mal même à récupérer nous-mêmes en interne sur nos outils de gestion. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que cette donnée, il peut pas il met du temps à la produire, ou par exemple, il se base sur des tables de mapping qui sont erronées. Voilà, Mmh. moi ce que j'observe, c'est que par exemple, si on a des données d'un fournisseur externe, c'est peut-être d'essayer de recevoir peut-être un format template, et à côté de ça, évidemment, si c'est possible, bon, parfois ça dépend évidemment des relations, d'essayer de recevoir la donnée le plus source possible. Donc, par exemple, la donnée directement de son outil de gestion, la donnée directement de son outil comptable, la donnée directement, voilà, quel que soit le fournisseur de données. Et ça, vraiment, c'est un point qui est très important et qui évidemment a un gros impact sur la qualité de la donnée qui est produite en aval.
Évidemment, l'idée, ça va être de mettre en place ou également des contrôles sur cette donnée. C'est quel type de contrôle on peut mettre en place? Évidemment, le contrôle un peu classique, ça va être des contrôles d'exhaustivité. Donc, par exemple, on va vérifier que, d'un mois sur l'autre, on a ou d'un trimestre sur l'autre, on a la même on a le même détail par code produit, que également sur tel code produit, on n'a pas de très grosses évolutions ou qui peut s'expliquer parce qu'il y a eu je sais pas, une montée d'activité sur ce produit en particulier. Voilà, c'est essayer de mettre en place le plus de contrôles automatisés évidemment dans, tout au long de son processus. Donc ça peut être, alors une des meilleures pratiques évidemment, ça va être de mettre en place des contrôles à l'intérieur des applicatifs. Donc par exemple, si c'est possible, ou ça va être en sortie d'applicatif. Par exemple, pour vérifier si, voilà, comme c'est indiqué, la cohérence de la donnée, s'il y a des doublons, s'il y a des valeurs atypiques, calculer peut-être un min, un max, essayer de voir par exemple, est-ce qu'on a des primes qui sont complètement disproportionnées sur un certain nombre de dossiers, etc. En fait, l'idée, c'est d'essayer de mesurer la cohérence de sa donnée. Évidemment, la problématique qu'il y a, c'est toujours, et c'est en fait comment, et en fait, évidemment, c'est de mettre en place ces contrôles par rapport à, comme tu le disais, Antoine, la criticité qu'on a déterminée en face. Comme tu disais, Antoine, évidemment, les données qu'il va falloir le plus surveiller, ça va être les données phares, donc ça va être les primes, nos sinistres et ce qui alimente également les provisions Mmh. techniques et les placements. Tac, tac, donc voilà, ici, par exemple, je vous montrais des exemples de contrôles qui pouvaient être réalisés sur les données. Je vais passer assez vite sur ce slide. Et comme je disais, en fait, l'idée, ça va être de mettre en place des données, d'essayer de mettre également de contrôler également les données de fournisseurs externes. Peut-être, Antoine, que tu as des éléments que tu veux rajouter là-dessus, sur les données externes que j'ai déjà évoquées précédemment. En fait, les données externes, moi qui l'ai vécu dans une compagnie, auparavant, quand tu es dans un grand groupe, Mmh, bon, forcément, quand tu as des parts de participation dans d'autres entités ou autres, moi j'ai surtout eu des difficultés au niveau des actifs. Récupérer les infos au niveau des actifs et les compiler, selon ta maille mmh. comme tu l'évoquais, ça c'est compliqué. C'est surtout ça que j'ai vécu. Après niveau Ouais. comptable, pas forcément de diffi après j'étais pas trop En loin plus, dans au la niveau prod. placement, un autre problème que Ouais. tu peux avoir, c'est ce problème de mapping de données. Ah Typiquement, oui, oui. entre tes données que tu vas recevoir, d'un autre fournisseur de données, par exemple, on va dire GP3, par rapport Mmh. à toi, par exemple, tu es sur Chorus. En fait, c'est comment tu mappes tes données entre les 2, parce que souvent, il va y avoir des faits référentiels un peu différents. Mmh. Parfois, des codes CIC qui, pour un même titre, vont être calculés de manière différente. Voilà, etc. En effet, les Ça placements. m'est déjà arrivé d'avoir le même titre détenu par les 2 entités différentes, mais Exactement. avec un code kick différent. Ouais, Bon, ça, ça c'est c'est comment les on a trucs où même un entre le code 21 et le comptable, 29, par rempli exemple. différent, mais ça c'est Ouais, et ça, justement, l'idée, ça va être de mettre en place un peu de la cohérence, un contrôle, et typiquement voilà, de mettre en place les contrôles de cohérence, typiquement sur les données mmh, placement, mais pas que, quoi. Voilà. Donc là, justement, on vous a essayé de vous donner en fait quelques clés pour la mise en place de la qualité de données au quotidien. Et justement, là, l'idée, c'est qu'on essaie de montrer un peu comment la qualité de données doit être intégrée à la gouvernance globale de l'entreprise. Comment on va intégrer la qualité de données dans ces projets, ou quelques exemples de nous, ce qu'on a pu voir qu'on a trouvé intéressant. Donc justement, c'est ce qu'on disait un peu, ce qu'on a déjà évoqué avec Antoine, c'est justement que la qualité de données, et ça c'est un point fondamental, ça doit mmh, pas être un livrable fini, ça doit pas rester un projet. L'idée, c'est de la faire vivre au quotidien, c'est de la faire évoluer. En fait, et l'idée, en fait, c'est de l'intégrer un peu à tous les maillons de la chaîne, et de mmh. comprendre qu'en fait, ça doit pas être une contrainte, mais en fait que ça doit permettre une meilleure production de la donnée, une meilleure compréhension un peu pour tout le monde, etc. Par rapport à ça, en fait, ce qu'on observe, c'est que souvent le niveau de qualité, en fait, justement, il va pouvoir régresser, en fait, d'une structure à l'autre. En fait, l'idée, c'est la courbe verte. En fait, c'est la qualité de données qui évolue vers le haut, tout au long des années. Mais souvent, on va se retrouver avec un cas où, en fait, on a mis en place notre projet, donc par exemple la courbe rouge. Donc, on a fini de mettre en place notre projet au niveau du dictionnaire de données, par exemple, en année 3. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, cette qualité de données, elle va régresser. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, il y a des nouveaux applicatifs qui vont arriver. On a des contrôles qui étaient documentés à l'époque, qui ne sont pas mis à jour parce que les équipes évoluent, parce que les tâches en fait vont changer de service, Voilà, on avait des données qui par exemple étaient produites précédemment par la compta, qui vont être produites par l'actuariat, ou inversement, etc.
Et l'idée, en fait, c'est d'essayer, en fait, de conserver un niveau de qualité, en fait, médian, en fait, au fil du temps, en la mettant à jour régulièrement. Peut-être qu'Antoine, tu voulais réagir là-dessus, ou sinon je continue. Non, ça, c'est un point, quoi, comme tu l'évoques, souvent dans les gouvernances, hein, que tu peux avoir. Tu peux avoir entre deux trimestres, comme tu dis, avoir un bon taux de réussite ou de compliance. Et après, tu te dis, bon, en fait, tu te rends compte que tu es en dessous de ton seuil que tu t'étais défini. Et comme tu dis, si tu as des scénarios défavorables qui arrivent sur un trimestre que tu n'avais pas prédéfini avant, ou des gars très spécifiques où tu n'as pas pu cadrer tes fonds propres correctement à la maille que tu voulais, bon, bah forcément, tu as un taux qui est faible. Mais en soi, je pense que la CPR, en tout cas, ce qu'elle aime, c'est dès que c'est décrit, dès que c'est noté, dès que tu as tes contrôles qui sont mis en place, dès que tu as t'as une anomalie et à côté de cette anomalie-là, tu as associé aussi pas mal de choses que tu peux mettre en place. Mais vraiment, l'idée même, hein, moi qui l'ai vécu sur des contrôles de place, dès que tu décris ce que tu fais réellement et tu fais pas du bluff et tu tentes de vraiment le décrire, je pense que c'est important de le faire. Et ça, dans le dispositif de QDD, même qu'il est vécu avec des référents QDD et moi-même quand je l'étais, on détaillait tout le temps un maximum de données, un maximum de nos problématiques et comment on va pouvoir y répondre. Et ça, Mmh. c'est important de le mettre en place dans ta gouvernance. Rester vraiment franc et honnête, quoi. Ça, c'est un truc, Ouais, bah, oui, tout à fait. et ouais, ça, c'est un truc vraiment important. Tout à fait. Ben, l'idée, en fait, ça va être, en fait, comme bah, c'est ce que tu évoquais justement, ça va être de mettre en place, en fait, transversalité autour de la qualité de données. Mmh. Justement, bah, en intégrant les référents qualité de données un peu à l'ensemble des projets, en essayant par exemple, d'inviter, par exemple, le responsable qualité de données au temps fort d'une clôture. Par exemple, vous allez avoir une réunion de lancement de votre clôture trimestrielle ou de votre clôture annuelle. Ben, l'idée, c'est que c'est intéressant qu'il y ait le responsable qualité de données qui participe pour présenter un peu les enjeux, pour rappeler que c'est important, pour rappeler également il va falloir lui communiquer des éléments pour notamment dans les contrôles qui sont réalisés, etc. Au comité de suivi hebdomadaire, bon ça c'est peut-être un peu trop, mais voilà, l'idée c'est un peu d'intégrer le responsable qualité de données à la fois au temps fort de la clôture et également sur différents projets structurants de l'entreprise. Par exemple, donc là, c'est ce qu'on montre par exemple ici. C'est un peu de montrer en fait que bah, finalement, les personnes en charge de la qualité de données, bah, leur objectif en fait, c'est qu'elles aient une fonction un peu transverse dans la structure. Parce qu'en fait, elles vont devoir échanger à la fois avec les directions classiques, donc qui sont productrices de la donnée. Donc par exemple, les données actuarielles, les données, enfin pardon, le service actuariel, les investissements, la direction financière, mais elles doivent également avoir une bonne compréhension des données externes qu'on peut recevoir, par exemple comme je l'ai dit, de données de réassurance, de données de courtiers, de données délégataires, d'une autre filiale qui envoie des données. Bon, évidemment, l'idée c'est pas d'échanger notre stop avec tout le monde, mais l'idée en fait c'est d'avoir une bonne compréhension de tous ces enjeux. Et en fait, c'est comment on intègre la qualité des données dans sa clôture et Mmh. dans son organisation au quotidien. Et ça, si je peux revenir juste sur la slide précédente là, un point essentiel et tu l'évoquais, je pense qu'une bonne pratique, c'est que dans tous tes fichiers, tu une fiche de contrôle comme tu l'évoques, avec les points de Exactement. contrôle essentiels. C'est-à-dire qu'en fait, tu ouvres ton fichier, bon après tout dépend si tu veux mettre un lisez-moi ou pas, mais moi j'aime bien les Mmh. lisez-moi et faire Oui. du romancier, dans mes fichiers Excel. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir, ton lisez-moi, d'avoir ta fiche de contrôle et Mmh. directement dès que même le contrôle interne ou autre, top dans la fiche de contrôle et tu vois là où tu as tes problématiques Mmh. avec tes commentaires derrière. Et moi ce que je Ouais. faisais quand j'avais mis en place des indicateurs, QDD, production de données S2 et en dessous, tu avais les conseils ou autres et comme tu dis de gouvernance Mmh. et en fait, moi tous mes indicateurs QDD étaient compilés dans un fichier Excel avec toutes mes fiches de contrôle Exactement. qui me permettait en fait d'avoir des indicateurs, clés à tout moment dès que je faisais ma gouvernance. Quels tips je pourrais donner comme, type d'indicateur? Bah, je pense que tu en as essentiellement, bah, tu as ceux si tu respectes les délais réglementaires. Je pense que ça, c'est la première, hein. Mmh. Un peu se baser aussi sur, les rapports que peut faire, tu sais, les réunions de place à chaque trimestre, la réunion Exactement. 16 mois que la CPR elle fait. Ouais. Souvent au début, elle met aussi des slides Ou même de la QDD. mutualité française, ou même, des organismes comme la ROAM, exactement. Et ça, c'est aussi un exemple à faire et qui peut être essentiel aussi. Après, tu as ton appétence au risque au niveau de ton Mmh. SR. Est-ce qu'il est au-dessus de genre, je sais pas, 150 ou autre et cetera? Bon, ça, c'est plutôt l'actuaire qui le fait, mais c'est des exemples de cas concrets que j'ai pu avoir. Et puis après, d'avoir une note un peu globale en fonction de tes rapports taxonomiques. Est-ce que j'ai eu des anomalies? Le nombre d'anomalies que j'ai eues
sur un reporting, parce que souvent tu te Mmh. dis, «Ouais, bah, c'est bon, j'ai vert à la fin», mais est-ce que combien de fois tu as réitéré avant que ça soit vert, tu vois? Moi, ça C'est m'est ça. arrivé des fois, tu réitères 20 fois avant que ça soit vert. Ouais, bah, Donc ou si tu as un fichier qui s'intègre pas, bah, c'est tu ça. un nouveau contrôle qui a été mis en place de la CPR qui ou parfois tu as même des contrôles qui sont mal intégrés au niveau des outils de reporting S2. Ouais. Moi, ce que je trouve également, c'est que souvent dans les outils de reporting S2, on a beaucoup également de services qui vont se dire: «OK, ma taxonomie est bonne, dans mon outil de reporting S2, c'est bon, j'ai plus rien à contrôler». Ce qu'il faut se dire, c'est que ça, c'est un peu les contrôles, technique, on va dire, mais il y a aussi, Mmh. comme je disais, des contrôles de cohérence, des contrôles de données à mettre en place. Donc on peut être techniquement bon, mais la donnée, si elle est pas Bah, ouais, bonne ouais, en non, mais je amont, suis totalement aligné avec toi. En fait, l'idée, c'est de compiler tout ça et d'avoir une note globale, de dire: «Bah, en fait, j'ai pas exactement, 20 parce que j'ai 20, enfin, parce que c'est vert dans ma taxonomie. Ça se trouve, je suis à 13-14 parce que ma note globale, parce que j'ai réitéré 40 fois», tu vois? ouais, C'est exactement, ouais. ça, le pondérer un peu ces différentes notations. Ça, c'est important de le dire, et notamment les contrôles de cohérence, parce que tu parlais aussi des états ENS, il me semble, dans des Mmh. slides un peu, Ouais, la CPR a déployé, sur la taxonomie ENS au niveau, French et tout, c'est assez bien ficelé quand même au niveau, mmh, d'invoque et tout. Par contre, côté ORPS, on va pas se mentir, ouais, il y a encore du taf à faire côté, CPR. ouais, Ils sont mmh, dessus en ce moment, et ouais, bah, souvent, les ils outils ont pas souvent n'ont intégré pas tous encore les intégré, tout à ouais, fait. c'est ça, et du coup, les contrôles de cohérence sont hyper importants à ce niveau-là. Parce que sinon après tu peux potentiellement avoir des retours assez pairs ou, te rendre compte au final qu'il y a des incohérences entre tes reportings. Ça, c'est important de le mener, tes contrôles de cohérence, au-delà de dire: «Bah, ma taxonomie elle». Ouais, bah, c'est un peu ce que je disais à un moment, c'est que souvent la donnée dans le reporting final S2, elle est souvent propre, mais en Mmh, fait, ça peut être aussi les reportings complémentaires. Typiquement, là, maintenant, on a des données qu'on demande autour de DORA. ouais, Ben, alors, c'est pas directement théoriquement dans le champ de la CPR, mais il faut quand même se méfier. Comment cette donnée elle est produite, comment elle est mmh, calculée, et c'est important je pense que c'est important d'avoir une bonne compréhension de son flux de données de manière globale, en fait. Quels ouais, sont les ouais. reportings qu'on produit à la fin? Qu'est-ce qu'ils alimentent? Pareil, ben, évidemment, ça va alimenter aussi souvent des décisions en comité de direction ou en conseil d'administration ou en comité de risque. Mmh. Voilà. Non, c'est hyper important, et juste souligner si jamais, enfin, on mettra peut-être le lien, mais la Mmh. CPR avait fait un webinaire de place aussi sur la Oui, tout qualité à des fait. données en début d'année, où c'était hyper, Ouais, enfin, tout moi à j'ai fait. trouvé que c'était hyper essentiel et hyper bien, réalisé. Où elle décrivait vraiment les points essentiels de contrôle de qualité sur les différents reportings. Mmh. Au-delà de la taxonomie, ce qu'elle précisait, c'est qu'il y a aussi ces contrôles de cohérence, et elle faisait pas mal de liens aussi avec les ENS, FR13, FR30 aussi, où il y a eu Mmh. pas mal de problématiques là-dessus sur la transpa des biens immobiliers, Mmh. et je trouvais que l'approche était hyper importante, et je trouve que l'ACPR en ce sens, même si c'est notre régulateur et voilà, voilà, Ils essaient de nous aider un petit peu quand même. je trouve quand même qu'elle aide énormément les assureurs dans la Mmh. compréhension de la taxonomie, que ça soit du Solvin ou du Solva 2. Depuis ces derniers temps là, enfin moi en tout cas c'est mon point de vue, hein, même parce que je fais Mmh. ma petite newsletter, pour vulgariser mon Ouais, bah, périmètre. c'est ce que j'allais dire, justement, tu avais abordé ce sujet dans Oui, il y a aussi je pourrais le mettre aussi en commentaire, mais voilà, waouh. enfin c'est un point important à pas négliger, les webinaires de place et tout, parce que tu peux apprendre beaucoup de choses là-bas, Mmh. heu, en l'espace d'une heure, quoi. Ouais, et puis pareil, ça peut être intéressant aussi d'échanger avec, ses pairs aussi, d'autres directions qui travaillent bah, chez d'autres assureurs. Typiquement, moi, je suis en reporting S2. Ça peut être intéressant d'échanger avec un autre responsable reporting S2 dans une autre entreprise pour Mmh. justement s'échanger des conseils, des astuces ou des points à surveiller, en effet. Ouais. Je trouve que toute cette veille, elle est fondamentale, en effet, Ah sur ouais, ce ouais, ouais. sujet-là, en effet. Heu donc justement, donc c'est ce qu'on disait, en fait. L'idée, en fait, c'est d'intégrer, en fait, la qualité des données, en fait, à la fois dans les organes, de décision, donc où peut-être ils vont parfois être amenés à faire des présentations de manière régulière, et également, bah, en fait, d'intégrer des comités QDD, en fait, de manière régulière, à la fois pour s'assurer de la production de la donnée, la contrôler et sensibiliser, en fait. L'idée, c'est que souvent, on peut être parfois sur une sensibilisation en aval, mais c'est essayer justement de créer cette sensibilisation en amont, en fait, de la production. Moi, je trouve que c'est une bonne pratique que je vois. Je trouve que souvent, on a des directions, qui produisent la donnée finale qui sont très sensibilisées au sujet, mais en fait, les données qui sont produites en amont, qui sont transmises en amont par d'autres directions, bah, souvent, ils maîtrisent moins les enjeux, ils ont du mal à comprendre enfin, qu'est-ce qu'on entend par diction des données, qu'est-ce qu'on entend par répertoire de données, pourquoi c'est important de documenter ce processus, etc. Justement, ce qui peut être intéressant également,
c'est d'utiliser justement des livrables clés pour justement voilà, détailler son approche en matière de qualité de données. Donc, par exemple, dans le RSR, essayer de définir, par exemple, différents niveaux de contrôle de la donnée. Donc, par exemple, on peut avoir définir qui va être le propriétaire, qui va être le propriétaire de la donnée. Donc, par exemple, sur telle donnée comptable, le propriétaire, ça va être la compta. Quels vont être les utilisateurs? Est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui va coordonner les données, qui est en charge des contrôles, etc. Donc, c'est important, c'est de définir les différents niveaux de contrôle au sein de son organisation. Donc là, je vais peut-être passer assez vite là-dessus, mais parce que je pense que c'est un point qui est plutôt bien compris de manière générale. Ensuite, eh ben, en fait, si on se projette un peu plus en avant, et Antoine, tu l'as abordé justement avec l'IA, on a également énormément d'évolutions réglementaires, des évolutions taxonomiques, également des évolutions dans les process, une mise en place de processus de plus en plus automatisés. Ce qu'il faut dire également, c'est que la qualité des données, ben, en fait, ça va permettre justement en fait, de sécuriser ces processus-là, de sécuriser justement l'utilisation de l'IA. Et je trouve qu'en fait, c'est pour ça que pour moi, je trouve qu'elle doit être intégrée justement aux différents projets d'entreprise qui sont réalisés. En fait, par exemple, comme je disais, dans le cadre d'une migration, un changement d'outil comptable, un changement d'outil de gestion, je pense que c'est important que les référents qualité de données soient un moment autour de la table pour échanger sur les problématiques qu'ils vont avoir en termes de suivi de la donnée, comment la donnée, ils vont devoir la faire évoluer suite à la mise en place de ce nouveau système d'information, etc., etc. Et justement, l'idée, en fait, c'est comme on l'a déjà évoqué 2, 3 fois depuis le début, c'est aussi de se dire que cette qualité de données, en fait, elle doit pas rester figée. Et en fait, l'idée, c'est qu'en fait, ça soit en fait un cercle vertueux où en fait, elle soit mise à jour tout au long de son processus. Donc on est un cercle vertueux de la donnée. Donc l'idée, c'est de la valoriser et de comprendre que c'est un actif important de l'entreprise. Antoine, peut-être là, on a commencé à arriver sur la fin du webinaire. Justement, et un sujet, je crois, qui te tient pas mal à cœur, donc justement l'IA. Peut-être OK. que tu veux en parler en introduction? Ou Ouais. tu veux que je commence Bah, je voulais juste dire que par rapport à ça, j'ai fait une petite vidéo avec, UB Partner, sur alors UB Partner, hein, c'est un éditeur de logiciel, mais au niveau XBRL. Donc en fait, quand tu es, chargé de reporting, tu connais bien le XBRL parce que ça envoie tes données de manière très structurée pour tout ce qui est communication financière aux régulateurs. Et en fait, par rapport à ça, ils ont eu l'idée, et je trouvais ça très intéressant, en fait, c'est d'utiliser toute la data par rapport à ça. Il faut savoir que la CPR l'utilise aussi, le XBRL, parce que c'est leur moyen aussi de communication et de réceptacle aussi de l'ensemble des datas des assureurs, des banquiers aussi. Et le fait d'utiliser tout ça grâce à l'IA, ça t'offre énormément d'opportunités parce que tu as une historisation énorme sur X années. Alors après, je sais pas effectivement. combien d'années ils gardent et ils stockent, les datas, mais à titre d'exemple, quand j'ai fait cette petite vidéo, tu vois, par exemple, ils pouvaient te faire des variations de SR, MCR entre chaque Non. période. C'est un lien direct avec tes RSR, SFCR pour comprendre aussi les datas que tu peux mettre dedans, donc tu peux aussi les relier ensemble. Tu as, un volume d'informations qui consolide très rapidement. Souvent, on va te demander, par exemple: «Fais-moi une comparaison avec, 2024 et 2025 et la projection que tu peux avoir à LLM». Le truc te le fait tout de suite avec un chatbot. Tu as pas besoin de te faire un fichier Excel avec ta colonne N, ta Mmh. colonne N, et cetera. Et je trouve ça hyper intéressant. Ils le développent. Je vous invite à voir, dans le webinaire, que j'ai fait avec eux, ce que ça donne, mais c'était hyper intéressant. Et ils montraient aussi des projections après que tu pouvais faire aussi sur le BE ou autre, qu'ils essayent aussi à développer par rapport à toute la donnée qu'ils avaient, motivant du S12, S14, voilà, ton bilan prudentiel que tu as tout dedans. Et je trouvais ça intéressant de la force que l'IA elle a dans ce dispositif-là. Après, tout ce qui est essentiel étant parlé avant, faut de la donnée, quoi. Donc en Mmh. gros, l'idée, c'est si t'as pas de données, Ouais, non, c'est un peu ce que tu dis. L'IA peut permettre justement d'exploiter une donnée qu'on exploitait moins avant. mmh, Typiquement, c'est ce que je mets, des données moi, je pense par exemple à des données en open data. Donc on a ouais, des données ouvertes, par exemple, on a différentes bases de données, par exemple des bases sirènes, des différents référentiels qui sont mis à disposition par l'État, donc qui sont mis à jour régulièrement. Typiquement, ça va être des données qui sont pas forcément simples à exploiter parce qu'on peut avoir des gros volumes de données. On peut avoir la donnée qui est dans un format pas simple à exploiter. L'IA peut nous permettre justement de mieux l'exploiter, mieux d'en tirer parti, etc. Moi, ce que je vois également, c'est justement également pour tout ce que tu disais, justement, les évolutions taxonomiques. L'IA peut permettre également d'aider justement dans la compréhension de ces enjeux. Alors après, c'est ce qu'on va dire dans le slide d'après. Il y a aussi des risques évidemment par rapport à ça. Il faut faire attention. Il faut pas, évidemment, c'est l'IA. Il faut également faire des contrôles évidemment sur ce qui est généré.
Mais l'idée, c'est que par exemple, sur de la documentation qu'on n'avait peut-être pas forcément le temps d'exploiter précédemment, bah, par exemple, des communications de place, comme tu disais, Mmh. bah, ça peut nous servir, par exemple, de faire un premier résumé pour essayer de voir déjà si ça a un intérêt de suivre le webinaire, de suivre, de lire la documentation, etc. Mais évidemment, bah, c'est ce qu'on dit également, bah, c'est que évidemment il y a des risques par rapport à ça, évidemment. Et c'est ça aussi où la qualité de données également, elle va sans doute devoir évoluer. C'est justement bah, comment on arrive à contrôler la donnée avec l'IA justement, parce qu'en fait, bah, dans les entreprises, on a des utilisateurs qui utilisent de plus en plus des LLM. Mmh. Évidemment, selon les entreprises, il y a des racks qui ont été mis en place pour justement éviter de fournir des données confidentielles ou Ouais, ouais. pour mieux contrôler l'usage de l'IA. Mais en fait, mais aussi, on commence à avoir des utilisateurs qui l'utilisent notamment, par exemple, pour faire des contrôles complémentaires ou pour faire des contrôles même qu'ils faisaient précédemment manuellement, et en fait, ou un peu moins automatisés. Et l'idée, c'est de se dire, bah, est-ce que notre dispositif de contrôle va sans doute pas devoir évoluer avec l'IA? C'est une vraie question que je pose. Mmh. Et moi, ce que je pense, c'est que ça va sans doute devoir évoluer. Ou OK. en fait, la qualité des données va devoir s'adapter à ces évolutions. Je sais pas ce que tu en penses, Antoine, là-dessus. Ouais, moi, par rapport à moi, je suis très, je sais pas si les gens ont la même vision que moi, mais en tout cas, moi, dans mon reporting, tu vois, l'IA, je l'utilise pas encore. Honnêtement, Ouais, tout à fait. j'ai de la On est donnée d'accord. méga sensible, que ça Mmh. soit, On est d'accord. Puis on a la problématique de la confidentialité qu'on évoquait aussi. ça rentre en ligne de compte, tu vois? Après, l'idée de te dire, j'ai un texte de 300 pages de l'IOPA, il faut que j'analyse, Mmh. tu vois? Type, la consultation, qui ont été ouvertes là sur, la Ouais, révision, exactement. S2, pourquoi pas l'utiliser, tu vois? Mais je suis pas encore, alors après, c'est une question ouverte, je sais pas si un jour ou l'autre, tu vois? Parce que c'est toujours une question que je vais te posais au niveau de regulatory, tu parlais d'Invoke, Mmh. tu vois? Dans leur outil IT, ils l'ont toujours pas proposé ça. Ils pourraient Mmh. très bien l'incorporer dedans et dire: «Bah, j'ai une anomalie taxonomique, directement, Ouais. je te fais un chatbot», j'en sais rien, tu vois? Un truc ouvert Bah, et on hop. a des outils comptables qui l'intègrent maintenant pour faciliter la saisie d'écriture, OK, ouais. pour mettre en place des contrôles. Donc, par exemple, Pennyline a mis en place un moteur IA dans ses outils, donc c'est un outil OK. comptable. Mais en effet, je pense que ça va être la prochaine étape. Mais en fait, Ah oui, c'est c'est la sûr. question, c'est aussi, bah, en gros, est-ce que dans notre dictionnaire de données, on va devoir on va devoir créer une ligne IA Ah, pour dire à ce moment du processus, on a cette donnée qui a été produite. Et à quel ouais, point cette donnée est-elle fiable? ouais, c'est marrant parce que je crois qu'il y a eu le IOPA aussi qui a fait une notice là-dessus sur l'utilisation de Mmh. l'IA au niveau des compagnies Ouais, tout à fait. d'assurance Ouais, et tout à fait. pareil, c'est encore très, c'est pas encore vraiment mature. Enfin, tu sens qu'ils veulent initier quelque chose, un cadre et cetera, mais tu sais pas encore dans quel pied te positionner, même si beaucoup d'assureurs, voilà, mettent en place des chartes éthiques, agilité, comprendre aussi la Exactement. partie RSE humain, c'est ce qui parlait aussi au salon d'INN pendant 2 jours. Mmh. Tu sens quand même qu'après, quand tu rentres vraiment dans le vif du sujet, notamment nous qui sont quand même sur des périmètres très sensibles, je Bien le sûr. vois pas encore arriver, mais après sur l'expérience client, l'UX et cetera, je vois quand même que c'est quand même assez déployé. Notamment sur la souscription de produits ou autres, ça peut vachement aider. Mais après, je sais pas si dans la partie, compta, finance, Moi, j'ai actuarielle. l'impression que sur la donnée en amont, ça peut permettre de la sécuriser et de mettre en place des contrôles. Par exemple, Mmh. notamment au niveau de sa souscription. Voilà, en fait, parce que souvent, la donnée en amont, elle est souvent sous grosse forme de base de données. En fait, on a souvent une donnée qui est ou avec des contrôles un peu moins embarqués. Et en fait, l'IA peut nous permettre de faire des contrôles de cohérence sur cette donnée. La problématique, c'est Ouais. toujours comment on l'intègre, et il y a toujours la problématique aussi de l'anonymisation de la donnée. Mmh. Et voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de documentation, C'est c'est un une vrai utilité plus. parce que ça permet de faire une vraie veille sur des sujets Mmh. et de mieux comprendre les différents enjeux. Ben, merci Antoine. Je sais pas si tu voulais encore ajouter quelque chose par rapport à Bah, notre échange. moi, En tout si cas, je voulais c'était un juste, réel plaisir d'échanger avec toi pendant cette ouais, moi petite heure. aussi, franchement, c'était super cool de parler de ça, même si des fois la qualité des données, c'est un sujet très vaste et bon, c'est pas très Ouais, sexy en soi, ben, mais elle est plus qu'essentielle, vraiment, bah, au niveau financier, enfin, direction financière ou autre. Moi, ce que je pourrais dire et un conseil vraiment, c'est, comme tu l'as dit, c'est de la veille. Je pense que faut pas négliger le fait d'aller, à des webinaires de place, que ça soit d'autres acteurs, hein, de cabinets de conseil qui font aussi ce genre d'exercice. Même également au niveau de la CPR, je pense que s'inscrire à toutes les webinaires qu'ils peuvent faire, c'est hyper intéressant, faut pas négliger ça. mmh, Et même au niveau de l'IOPA a quand même, faut savoir une base de Q&A où mmh, chaque acteur, de l'ensemble au niveau européen pose des questions et souvent tu retrouves quand même, pas mal d'éléments que toi aussi tu te posais. Tu avais pas forcément de retour, tu avais mis ça un peu de côté en attendant que, ou même des fois poser des questions à la CPR. Je sais qu'ils répondent, aussi et qui t'éclaircissent sur différents points.
Donc je pense que tout ça, c'est pas à négliger et c'est vraiment des points importants. Surtout, notre base de métier, c'est quand même si on parle finance, compta, et cetera, actuariat, la base, c'est de la réglementation. Donc tout ça, ça fonctionne que par des articles, par des directives et par des règlements délégués. Il faut bien comprendre tous ces concepts pour appliquer derrière. Et pour les comprendre, il faut vraiment se baser. Alors, tu me dis peut-être pour comprendre mieux l'IA grâce à ça, mais aussi avec les acteurs, les régulateurs. Et je pense qu'ils Oui, font, en tout cas, du beau job par rapport à ça. Et moi qui fais ma newsletter et je me base par rapport à ces mmh. documentations-là, je trouve que c'est assez cool et pas négliger ça, en tout cas, au quotidien pour répondre à la QDD. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, de votre côté le webinaire. Je sais pas si on a eu des questions, je pense pas forcément. Mais en tout cas, merci en tout cas pour l'échange. Voilà. Antoine, c'était un réel plaisir encore une fois d'échanger avec Bah, toi moi sur le aussi, c'était sujet. cool, ouais. Et puis en plus, je crois que c'était la première fois que tu passais de l'autre côté du micro, donc Ouais. donc en tout cas, c'était top et j'ai adoré notre échange et en espérant qu'on puisse rééchanger, dans le futur et je crois qu'on a dans 2-3 trucs de prévus dans le futur. Ouais, ça arrivera bientôt, ça va être annoncé sur LinkedIn. Merci encore. Merci à vous tous Merci. et à toi.